Bien, merci mesdames les modérateurs. Je suis donc Jérôme Morel, je travaille en réanimation à Saint-Étienne et je travaille aussi au laboratoire interuniversitaire de la biologie de la motricité. C'est un laboratoire qui travaille principalement sur le muscle et ma thématique de recherche, effectivement, c'est les conséquences musculaires en réanimation. Donc je vais vous parler atteinte musculaire précoce et tardive. Parler d'attente musculaire, c'est forcément parler de neuromyopathie de réanimation. Vous savez que la neuromyopathie de réanimation, ça atteint le muscle squelettique, le muscle respiratoire, les nerfs périphériques, probablement le système nerveux central. Parler d'atteinte précoce et tardive, c'est pas très bien défini dans la littérature. Donc précoce, je suis parti du fait que précoce pour moi c'était en réanimation et tardive c'était en post-réanimation. Voilà. C'est la définition morale. Et j'ai essayé de regarder dans la littérature si ces atteintes précoces et ces atteintes tardives pouvaient être différentes en termes de facteurs à risque, de physiopathologie ou éventuellement de type de patient. Il est évident qu'il y a un continuum entre l'atteinte précoce et l'atteinte tardive, puisque la plupart du temps, le patient fait sa neuromyopathie de réanimation et va avoir les conséquences en post-réanimation. Les facteurs de risque, comme il y a un continuum, forcément, ils sont identiques entre les deux sous-populations, précoces et tardives. Je vous ai souligné les facteurs de risque qu'on retrouvait le plus fréquemment associés à une neuromyopathie de réanimation. C'est le sepsis, c'est le SDRA, enfin plus que le sepsis, c'est le choc septique, la défaillance multiviscérale. Plus il y a d'organes défaillants, plus le patient est à risque d'avoir une neuromyopathie de réanimation. Et c'est l'immobilité, j'aurais pu le souligner, parce que c'est quand même souligné de partout, l'immobilité, qu'elle soit en réanimation et en post-réanimation. Quand on présente une neuromyopathie de réanimation, donc une forme précoce, eh bien on sait que le patient va avoir un risque augmenté de durée de ventilation, d'échec d'extubation, une augmentation de la durée d'hospitalisation, une augmentation de la mortalité en réanimation et la présence de troubles de déglutition, puisque les muscles de la déglutition sont eux aussi atteints. Donc des conséquences sur la morbimortalité en réanimation qui sont extrêmement sévères. En termes de physiopathologie, on sait que la neuromyopathie de réanimation, ce qui la caractérise en réanimation, c'est la myotrophie. Il y a une étude qui est citée de façon très régulière, c'est cette étude de Potouchéry en 2013, qui a regardé une soixantaine de patients de réanimation, la moitié, je crois, était sceptique, et ils les ont suivis soit en échographie musculaire, soit en faisant des biopsies itératives AJ1 et AJ7. Vous voyez à gauche le suivi en échographie, où on voit clairement que quand on va mesurer la surface de section des muscles de la cuisse, eh bien, en 10 jours, on perd quasiment 20% de muscles. Lorsqu'on regarde uniquement entre J1 et J7, vous avez ici la différence en échographie, vous avez ici les biopsies itératives, où on va mesurer la surface de section des fibres sous microscope. Et donc en échographie, on perd 10,3% de sa masse musculaire du quadriceps, et en surface de section pour les fibres, on perd 17,5%. Donc ça veut dire que l'on a une fonte musculaire qui est massive, qui est précoce et qui est extrêmement rapide. C'est comme si on perdait 10% de notre masse. Vous comprenez bien que forcément on va avoir des conséquences. On retrouve exactement la même chose sur les muscles respiratoires. Alors l'objectif de l'étude, c'était vraiment de se focaliser sur les conséquences de la ventilation mécanique, mais on peut aussi dire que c'est les conséquences de la réanimation, et donc d'un séjour en réanimation, même s'il est court. Les auteurs ont comparé des patients donneurs d'organes que l'on va ventiler, alors c'est pas très longtemps, mais entre 18 et 70 heures, à de la chirurgie thoracique entre 2 et 3 heures, et on va regarder la surface de section, cette fois-ci, des fibres du diaphragme. Vous avez ici les cas contrôle, vous avez ici les cas de patients donneurs d'organes qui sont ventilés un petit peu plus longtemps, et donc on retrouve exactement la même chose que ce que l'on avait vu sur le muscle squelettique, à savoir une atrophie musculaire. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette atrophie musculaire? Je vous ai fait un résumé ultra condensé des voies de régulation du catabolisme et de l'anabolisme musculaire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une voie qui est une voie de synthèse, c'est la voie AKT-mTOR. Lorsqu'elle est activée, on va fabriquer du muscle. Et il y a deux voies de catabolisme, cette voie ici, des ubiquitines ligases, ici, et la voie de la myostatine. Les ubiquitines ligases, dans toutes les études, qu'elles soient cliniques ou expérimentales, elles sont multipliées quasiment par 10 ou par 15.
Donc ça explique la rapidité de mise en place des processus cataboliques, puisque une fois activée, eh bien cette voie des ubiquitines du gaz va casser du muscle et donc va entraîner une fonte musculaire. L'autre particularité des neuromyopathies de réanimation, on a vu qu'il y avait une perte de masse, mais il y a aussi une perte de force. Cette perte de force en pratique clinique en réanimation, elle est difficile à montrer parce que la plupart du temps, ou tout au moins pour les montrer, il faut avoir un patient calme et coopérant, ce qui est loin d'être le cas chez tous nos patients, soit parce qu'ils sont agités, soit parce qu'ils sont sous anesthésie générale, et c'est probablement cela qui nous intéresse le plus, puisque c'est eux qui vont perdre le plus de masse musculaire. En réanimation, je pense qu'on n'a pas bien le choix. On peut utiliser soit le MRC, donc on va coter souvent les kinés avec un score clinique, les différentes articulations, et il a été décidé que quand on avait un MRC inférieur à 48, eh bien on avait une neuromyopathie de réanimation. On peut aussi faire serrer une pince, on appelle ça un hand grip, et donc on a des seuils définis chez les hommes et chez les femmes pour définir la neuromyopathie de réanimation. Mais encore une fois, même si on peut le faire très régulièrement en réanimation, il faut attendre que le patient soit coopérant, et pendant toute la phase où il ne l'est pas, où il dort, eh bien on ne sait pas ce qui se passe sur le plan de la force. Donc ça, c'est pour les formes précoces, et si l'atteinte musculaire est importante et qu'elle se poursuit en post-réanimation, puisque dans un certain nombre de cas, comme je vais vous le montrer, elle se poursuit en post-réanimation, eh bien on va avoir des temps de réhabilitation qui sont beaucoup plus longs. Parfois, le patient doit passer par une instance de rééducation. Il peut être institutionnalisé si son état ne permet pas un retour à la maison. C'est associé à une mortalité plus importante, une altération de la qualité de vie extrêmement importante. Un chiffre qui est marquant, c'est qu'un patient sur deux qui avait une activité professionnelle avant son séjour en réanimation, un an, on ne l'a toujours pas retrouvé. Et cette neuromyopathie de réanimation, elle s'intègre dans le PICS, où une des composantes du PICS, du Post-Intensive Care Syndrome, c'est la neuromyopathie de réanimation à l'atteinte musculaire. Quelle est l'incidence de ces neuromyopathies en post-réanimation ? Finalement, c'est assez difficile de trouver une incidence parce que ça va dépendre de la façon dont on la définit. Si on la définit avec le MRC, avec un MRC inférieur à 48, eh bien, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule étude qui a recherché cette incidence. Alors, ça n'a pas intérêt, mais ça montre un petit peu l'importance du problème en post-réanimation. 222 patients en SDRA, ce sont donc des patients à risque de neuromyopathie. On retrouve 40% de neuromyopathie au moment du réveil du patient, 30% à la sortie de l'hôpital, c'est vraiment les chiffres classiques. On voit qu'à 3 mois, on est à 22%, à 6 mois, on est à 15%, et à 12 mois, on est autour de 10%. Alors 10%, ça reste quand même assez élevé, et souvent c'est extrêmement variable d'un patient à l'autre. Mais donc ça donne un peu une idée de l'importance du problème. 15% des patients à 6 mois et 10% des patients à 12 mois. Est-ce que finalement cette trajectoire post-opératoire elle est importante, à savoir je fais une neuromyopathie en réanimation, j'ai encore une atteinte musculaire en post-réa versus j'ai jamais de neuromyopathie de réanimation, ou à l'inverse j'ai une neuromyopathie en réanimation mais très rapidement je récupère. Et de façon intuitive, le fait de récupérer, ou tout au moins intuitif pour moi, je pensais que finalement ça pouvait améliorer le pronostic. Là encore, il y a une étude qui s'est intéressé à ces patients en post-réanimation, 156 patients toujours en SDRA. On va mesurer le MRC de façon très régulière sur les 2 ans post-SDRA. On voit qu'on a toujours environ 30% de neuromyopathie à la sortie de l'hôpital. Vous avez ici le groupe référence, qui est le groupe qui n'a jamais présenté de neuromyopathie, que ce soit en réanimation ou en post-réanimation. Et de façon surprenante, au moins surprenante pour moi, le fait d'avoir une neuromyopathie et d'en guérir en post-réa ou de garder une faiblesse musculaire en post-réa, eh bien c'est associé à la même mortalité, 3 fois plus de mortalité par rapport au groupe qui n'a jamais de neuromyopathie. Ça peut être intéressant parce que ça veut dire qu'il faut absolument mettre le paquet et essayer d'intervenir sur la prévention plutôt que sur le traitement. Probablement que les patients étaient peut-être différents entre les deux groupes, mais l'étude ne le dit pas. Les conséquences sur le long terme, c'est la qualité de vie, toujours pareil, c'est du SDRA, c'est une étude ancienne mais qui est très régulièrement citée, où on voit que sur des tests fonctionnels simples, le test de marche à 6 minutes, retour à l'activité professionnelle, qualité de vie, eh bien on est systématiquement inférieur et très inférieur aux valeurs attendues pour l'âge ou pour le sexe.
On a essayé de contribuer modestement au débat et l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, on s'est intéressé à des patients SDRA Covid, puisque c'est l'archétype de la défaillance et de la durée de ventilation longue. Donc on a pris 60 patients Covid, des durées de réanimation longues, 33 jours, plutôt jeunes, mais la sélection était assez drastique à Saint-Étienne. Et on a mesuré la VO2 4 à 8 semaines après la sortie de réanimation. Donc la VO2, c'est-à-dire qu'on a fait pédaler les malades sur un vélo et on a fait une épreuve d'effort. Vous avez ici la valeur mesurée, la valeur moyenne de la VO2, 18,3, mais vous voyez qu'il y a des ranges qui sont considérables, puisque ça va de 10 à 33 millilitres par minute et par kilo. En pourcentage de valeur prédite, eh bien, on est à 50% des valeurs prédites. Et un certain nombre de patients n'ont pas pu réaliser une VO2 optimale, dans 29% des cas, parce qu'ils avaient une limitation pulmonaire. Donc cette VO2 en post-réanimation, entre 1 mois et 2 mois après la sortie de réanimation, eh bien, elle est sévèrement altérée, puisqu'on a des valeurs qui sont à 50% en moyenne de la normale et qu'elle est de 27% à 80%. Alors 18,3 millilitres kilo par minute, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est quasiment le seuil d'indépendance fonctionnelle. Le seuil dans la littérature est entre 15 et 18, et ce seuil, en fait, c'est le seuil qui est indispensable pour avoir une vie autonome et à la maison. Donc dès qu'on passe en dessous de ce seuil, entre 15 et 18, bien normalement, on est altéré dans notre dépendance fonctionnelle. Évidemment, ces patients, on les a suivis en post-réanimation. Donc cette fois-ci, il n'y en a plus que 47. On a fait la visite à 4-8 semaines, c'est ce que je viens de vous présenter, c'était le temps 1. On les a revus à 6 mois. On a fait des tests de fatigue, mais j'y reviendrai plus tard. Quand on compare le temps 1 au temps 2, eh bien, la force augmente de 97 watts à 135 watts, ce qui fait plus 35%. Et la VO2, donc, qui était à 18,3, elle passe à 21,6, donc il y a une augmentation de plus de 18%, mais ça reste quand même que 72% des valeurs prédites pour l'âge. 72% des valeurs prédites pour l'âge, ça reste encore des seuils extrêmement altérés pour les physiopathologistes ou les spécialistes des épreuves d'effort. Les conséquences sur le long terme, je vous ai dit qu'il y avait une altération de la mortalité. Dans cette étude, lorsqu'on mesure un MRC en sortie de réanimation et que ce MRC est très modérément altéré, puisque c'était 55, eh bien on a une mortalité significativement plus élevée. Alors je ne pense pas qu'il faille garder dans la tête ce seuil de 55, mais simplement garder en tête qu'une altération musculaire, qu'une atteinte musculaire ou neuromusculaire va altérer le pronostic sur le long terme de nos patients. Concernant les formes persistantes ou les formes chroniques post-réanimation, alors il n'y a pas beaucoup d'études. Je vais en citer une ou deux en me focalisant sur des problèmes de régénération musculaire, puisque c'est une des thématiques de recherche actuellement. Et dans cette étude, donc on est en post-réanimation, 7 jours après la sortie de réanimation, 6 mois après la sortie de réanimation, et donc on va faire des biopsies musculaires à ces patients. Alors c'est un petit collectif de malades, 15 et 11 malades, mais le protocole expérimental est tellement lourd que je pense qu'il ne pouvait pas faire grand-chose il ne pouvait pas avoir un effectif plus important. Lorsqu'on regarde le MRC à 7 jours post-réa et à 6 mois post-réa, grosso modo, ils ont des MRC normaux, au moins supérieurs à 48 dans 100% des malades. Par contre, lorsque l'on va mesurer la force des patients au laboratoire sur un ergomètre et qu'on va les comparer à des valeurs que l'on pourrait dire normales pour l'âge en fonction de différentes équations, ce sont les points bleus et les points rouges, eh bien on voit que 100% des malades avaient une force inférieure à ce qu'ils auraient dû avoir en valeur prédite. Ça montre aussi la pertinence du EMRC pour déceler des altérations de force peut-être modérées. Donc 100% des patients avaient une force diminuée, alors que dans 27 ou 30%, on va dire, la myotrophie, elle, était résolue. Donc c'est peut-être qu'il y a une dissociation, et je vais y revenir, entre l'aspect qualitatif et quantitatif du muscle. Lorsqu'on s'intéresse spécifiquement au problème de régénération, donc dans le muscle, il y a des cellules souches qui vont régénérer le muscle, c'est ce qui se met en physiologie lorsqu'on se blesse après un effort. Eh bien, ces cellules souches, on peut les marquer avec un marqueur spécifique qui est le marqueur PAC7, bon, peu importe. Et lorsqu'on fait les biopsies, on peut aller doser ce marqueur. Lorsqu'on regarde à 7 jours et à 6 mois, eh bien, on voit que les muscles atrophiques, les quadriceps atrophiques, ont moins de cellules souches
que les quadriceps qui ne sont pas atrophiques. Et c'est ce que l'on voit très très bien sur ce graphe-là. Vous avez ici le marqueur de cellules souches pour les quadriceps atrophiques, qui ne bougent pas entre le 7e jour et le 6e mois post-réanimation. Alors que pour les quadriceps non atrophiques, eh bien, on est systématiquement au-dessous. Alors, il y a une grande hétérogénéité, mais c'est la première étude qui montre que probablement il pourrait y avoir peut-être un problème de régénération du muscle et qui pourrait expliquer la faiblesse post-réanimation. Les auteurs ont aussi essayé de corréler la force et l'atteinte musculaire en termes de perte musculaire. Vous avez ici la surface de section du muscle, donc par la biopsie. On va mesurer la surface de section des fibres. Vous avez ici la force mesurée au laboratoire par l'ergomètre. Et donc vous voyez qu'il n'y a absolument pas de corrélation entre la baisse de surface de section, donc l'amyotrophie, et la force mesurée au lieu du patient. Là encore, ça montre qu'il y a une dissociation entre l'atteinte qualitative et quantitative du muscle, et ça veut dire que quand on fait des études pour apprécier un traitement en réanimation, il faut bien tester les deux aspects, à la fois l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif, donc mesurer la masse musculaire et mesurer la force. Je voulais vous faire figurer une étude expérimentale. Donc c'est de la souris âgée, on va leur mesurer la force, et on va leur mesurer la force très tardivement, 2 semaines et 1 mois après avoir fait une péritonite. Et quand on fait une courbe force-fréquence, eh bien on voit que la force elle est très significativement diminuée par rapport aux animaux contrôles. Et lorsqu'on va mesurer la masse musculaire, quelle que soit la technique, vous avez ici la masse maigre, eh bien on voit qu'on diminue de façon précoce. Il y a une amyotrophie, comme je vous l'ai expliqué, chez les patients de réanimation. Mais vous voyez que plus tardivement, le muscle des souris septiques, en bleu, rejoignent les muscles contrôle en blanc. Lorsqu'on va mesurer le poids des muscles, des différents muscles de la patte de la souris, on a exactement la même. On diminue la masse musculaire précocement, mais ça revient progressivement vers les valeurs... pour les valeurs des sujets contrôle. Donc là encore, cette étude expérimentale, juste pour illustrer la dissociation entre la force et la quantité de muscle. Comment, en pratique clinique, on peut mesurer ou dissocier cette atteinte qualitative et quantitative du muscle? C'est des photos que j'ai tirées d'un doctorant du service qui travaille sur ces problématiques de muscles, où il a regardé... C'est dans un cadre de cancer et de cancer de patients hospitalisés en réanimation. Il a regardé des scans en L3 qui étaient réalisés dans le cadre du suivi de ces patients qui avaient un cancer digestif, où on a mesuré donc la surface de section, l'atteinte musculaire en L3, soit au niveau de l'ensemble des muscles, soit au niveau du psoas, et surtout on a essayé de mesurer la densité en graisse des muscles, ce qu'on appelle la myostéatosis. Et cette myostéatosis, c'est intéressant parce que ça pourrait être un reflet de l'atteinte qualitative du muscle. Il y a des études qui montrent, notamment dans le cancer et dans le vieillissement, que plus le muscle est infiltré de gras, plus la myostéatosis est importante, moins l'aspect fonctionnel du muscle est intéressant. Et donc de réaliser ces scanners, alors qu'on en réalise très largement chez nos patients pour des raisons X ou Y, simplement en faisant un traitement de l'image, eh bien on peut mesurer la surface de section des muscles, alors soit de l'ensemble, soit du psoas, et avoir un aspect qualitatif via la myostéatosis. Et de façon un peu caricaturale, on pourrait avoir des aspects un peu comme ça, de sujets extrêmement musclés en rouge, avec très peu de graisse, soit viscérale, soit dans le muscle, et à l'inverse, des patients très peu musclés, mais beaucoup de graisse, soit viscérale, soit dans le muscle, et des patients intermédiaires. Et il est probable, mais là c'est une supposition, que le comportement per-réanimation et post-réanimation de ces sujets puisse être complètement différent, sans que je sois capable de vous dire finalement quel est celui qui se comporterait le mieux. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une grosse masse musculaire et finalement en perdre énormément, ou avoir une toute petite masse musculaire et puis il y a quand même des mécanismes de résistance et on va peut-être en perdre moins. C'est des sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc on a parlé de la partie régénération, on peut aussi parler de la fatigue, puisque c'est une des thématiques du laboratoire où je travaille, de la fatigue chronique, c'est-à-dire de la fatigue qui n'est pas liée à un effort. Il est évident que quand vous faites un marathon, vous avez mal aux muscles, vous êtes fatigué. Mais là, ce sont des patients qui ne font pas d'efforts, mais qui vont avoir un sentiment de fatigue, d'épuisement physique, émotionnel ou cognitif. Cette fatigue, on peut la mesurer par des questionnaires, en l'occurrence le FACIT-F, qu'on a envoyé à 400 patients qui avaient été hospitalisés chez nous sur les 5 dernières années.
Et on voit que d'avoir séjourné en réanimation il y a 5 ans ou avoir séjourné en réanimation dans les 6 derniers mois, finalement, on a une fatigue qui reste extrêmement significative et qu'on retrouvait dans quasiment plus de 50%, ce qui rejoint les travaux de Margaret Rich, ou qui montraient que même 5 ans après un séjour en réanimation, on a une altération de la qualité de vie. Et donc là, nous, on montre que cette fatigue persiste. Parmi les facteurs à risque que l'on avait retrouvés, eh bien, grosso modo, c'était la gravité du malade et le sexe, puisque le sexe féminin était plutôt à risque de fatigue. En conclusion, les formes précoces en réanimation sont les plus étudiées. Il existe fortement un continuum entre les formes précoces et les formes tardives, mais ces formes tardives, pour l'instant, il y a plein de travaux, je pense, en cours, mais elles sont encore pas très bien étudiées. Il y a beaucoup de problématiques autour de problèmes de régénération musculaire et de fatigue, et notamment ce qui tourne autour des cellules souches. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de lutter contre ça ? Il faut sortir les patients du lit. Je pense que c'est, à mon avis, actuellement la seule façon de faire. Et Jean-Michel, je pense, va nous emporter. Et surtout, il faut poursuivre les efforts en post-réanimation. Parce que si on met le paquet en réanimation et que quand le patient arrive dans les services, il reste dans son lit au fauteuil et que personne ne le regarde, eh bien finalement, tout ce que l'on aura mis en place en réanimation va être anéanti en quelques jours. Donc il faut que les efforts se poursuivent dans les services et se poursuivent même au-delà, puisque je pense qu'il faut que l'on revoie nos patients. Alors, j'ai mis un point d'interrogation parce que j'en sais rien, mais à la rigueur, peu importe, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 1 mois, mais je pense qu'il faut revoir nos patients, essayer de diagnostiquer ceux qui ont une atteinte neuromusculaire en post-réanimation. Alors, on a encore des moyens simples, il suffit de leur faire serrer une pince, un grip, et si le grip est très atteint, on peut le mettre dans une filière de réhabilitation, soit de rééducation, soit de médecine du sport. Merci.